La vie est comme un voyage, balisé d'histoires. Et les histoires nous aident à comprendre ce qui est incompréhensible. Cette deuxième saison de Comme un voyage t'embarquera encore dans des contrées inusuelles, mystérieuses, insolites et fantastiques. Dans le temps, dans l'espace. Mais chaque épisode sera guidé par une puissante boussole, à la fois map et miroir. La fiction, les histoires, les romans. Salve et bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison de Comme un voyage. Ombre et miroir, en quête du côté obscur. Tu te souviens? Je t'avais prévenu dans l'épisode 0. Aujourd'hui, je te propose un voyage de l'autre côté du miroir. Telles des nouvelles Alice, nous traverserons cet écran qui nous sépare d'un monde parallèle et inversé, là où nous pourrions rencontrer nos doubles cachés ou des jumeaux obscurs, étranges et mystérieux. La littérature classique ou fantastique aborde des personnages obscurs, effrayants et mystérieux. Ce sera donc à travers ces chemins littéraires que nous chercherons de comprendre comment les émotions suscitées par la peur et les mystères agissent en nous, car personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente leur obscurité. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde en lui-même s'éveille. Carl Gustav Jung. Pour commencer ce voyage, j'ai choisi une étape très personnelle, je dirais intime. Je t'amène à travers le temps et l'espace dans un lieu plutôt banal qui sera notre point de départ. Un salon de coiffure à Rome. Surpris? Mais regarde bien. Toutes ces dames sous des casques et leurs tenues. Oui, il semblerait que nous avons reculé de plusieurs décennies. Un lieu de départ plutôt vintage. Or, pose ton regard plus attentivement sur la salle. Tu notes quelque chose d'intrigant? Oui, tu vois toutes les parois de ce salon? Elles sont couvertes de miroirs. Au mieux, ce ne sont pas des parois, mais des miroirs, avec ces jeux de reflets infinis qui étourdissent et qui déstabilisent. Et maintenant, regarde les personnes présentes. À part les dames et la coiffeuse avec ses employés, n'y vois-tu une petite fille assise, calme et presque figée? Elle réfléchit, perdue dans son image reflétée, ou mieux, dans ses nombreuses images. Elle a environ 8 ans, peut-être 10, et accompagne à chaque fois sa maman chez la coiffeuse parce qu'elle est attirée et effrayée par ce jeu de miroir. Il y a quelqu'un au-delà. C'est un autre moi? Ou c'est une créature qui se moque de moi? Ou pire, une créature d'ombre dans un pays de mystère? Tu l'auras deviné, peut-être. Cette petite fille, c'était moi. Je n'avais pas encore lu Alice à travers le miroir de Lewis Carroll, mais ma fascination pour les miroirs est née là, dans ce banal salon de coiffure aux multiples miroirs. En grandissant, je me suis intéressée aux lois physiques de la réflexion, mais surtout j'ai développé une sorte de fascination pour les côtés symboliques et métaphysiques, ainsi qu'à son utilisation dans l'art et dans la littérature du miroir. Traverser le miroir, c'est comme traverser le limen, la limite entre conscient et subconscient.
Donc, je te propose de partir d'ici pour démarrer notre périple. Et cette fois-ci, nous allons traverser le miroir. Mais voilà, tu me suis? Eh bien, je ne m'imaginais pas de me retrouver dans le monde d'Alice, mais non plus dans une place d'une ville que... Attends, je vois Elisa qui s'approche. C'est bien elle. Mais là, nous ne sommes pas à Venise. Où sommes-nous? Avec toute cette circulation, il y a beaucoup de... Ah ben oui, bien sûr. Nous sommes à Milan. Ciao Elisa. Je suis un peu surprise. Je savais que je t'aurais rencontré de l'autre côté du miroir, mais quand tu ne m'avais pas dit exactement où, je ne m'attendais pas à ça. Dis-nous pourquoi ici? Eh ben, je me le demande aussi, parce que je cache jamais mon aversion pour ma ville natale, et pourtant, j'y reviens toujours. Le fait est que Milan a une partie de son histoire moins rationaliste, pourrait-on dire, plus baroque. Et je parle du baroque du sens historique, de la domination espagnole. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que la plupart des bâtiments qu'on voit du centre historique a été bâtis. Et quel dommage, parce que pour le passé médiéval de la ville, qui est, à mon avis, c'était la meilleure partie. Oui, ben oui, tu sais que je suis d'accord avec toi. J'ai toujours préféré ces itinéraires de Milan autant que les itinéraires médiévaux de Rome. Et j'ai toujours privilégié des visites médiévales. Et à Milan, par exemple, pour être banal, il y a Sant'Ambrogio. Mais il y a d'autres étapes que vraiment je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, comme la crypte de Santo Sepolcro, qui fait partie de ces itinéraires souterrains qui sont très fascinants, et mais qui souvent sont négligés par le touriste à Rome, à Venise, à Milan en 3 jours. Voilà. Si ça peut te consoler, j'ai jamais visité San Sepolcro non plus. Par contre, pour rester en termes de cryptes, Mhm. fidèle à mes inclinations, d'ailleurs, je vais chaque fois que je peux à San Bernardino delle Ossa. Ah, Pardon, aujourd'hui, je suis vraiment dans une veine de baroque ok. macabre. Mais parce que c'est San Bernardino des Os, c'est un ossuaire. Ouais, Ce ouais. sont des lieux que j'adore, ça me permet de méditer en profondeur. D'ailleurs, regarde ici. Mhm. Ici, on est devant Saint-Lorenzo. Toi qui es romaine, tu dois sentir un certain écho, parce que là-dedans se cache une des plus anciennes églises paléochrétiennes de Milan, avec son plan circulaire typique des églises martyriales, qui a été gardé, même dans la reconstruction, l'agrandissement en Renaissance. C'est un chef-d'œuvre de symétrie, de perfection résumée, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est tout le contraire de ce dont je voudrais parler aujourd'hui, en effet. Parce qu'il suffit de voir comment les colonnes que tu vois là devant, vestiges de la basilique romaine au 5e siècle, eh ben, elles sont fréquentées par les mauvais sujets aujourd'hui. Ben oui, et nous voilà, derrière le côté lumineux raisonné se cache toujours l'ombre, le monde d'en bas et l'underground, hein. En effet, oui, aujourd'hui, c'est la drogue, les dealers, les marginaux, mais ça ne m'étonne pas, parce que cette place est imprégnée de morts et de souffrances. Elle est pleine de fantômes. Tu le sens? Gan pibes peus desce der sorceress cantar die gantur skaleria wang os marazat and us eskedin الأحدث Et puis tu as justement cité la Milan espagnole, hein.
Et nous, en tant qu'Italiennes, ne pouvons pas oublier un grand classique de la littérature italienne, I Promessi Sposi, Ben, où exactement, oui. cette misère, cette paranoïa et ce peur qui déclenche la folie collective et tout type de chasse aux sorcières est très bien compté. Eh bien, cette Milan-là n'est surtout pas la Milan en mode business et modernité. Manzoni était un grand maître, hein. Même en l'étudiant à l'école de manière rébarbative, il reste un grand maître. C'est notre Victor Hugo, on dit. Et je savais que tu allais penser à lui. Oui. Peut-être il est ici parmi les fantômes qui nous entourent. Mais comme tu dis justement, oui, la folie collective. Parce que c'est ici, dans cette place, qui est mort Gian Giacomo Mora. Mhm. Ouais. Victime de la stupidité, je devrais dire seulement de la peur, mais bon. Nous avons vécu ça aussi un petit peu, en petite échelle en 2020, hein. Oui, Ce oui. qui peut arriver quand les masses en délire sont terrorisées par la peur de mourir. Mais c'est rien en comparaison à ce qui s'est passé au XVIIe siècle. Parce que Gian Giacomo Mora était un barbier. Il fut longuement torturé, tué, juste ici, avec Ah, 12 autres personnes accusées de répandre la peste à cause des onguents qu'ils ont trouvés dans son échoppe. Et ce sont des onguents qui nous font penser exactement pile poil au procès contre les sorcières. Donc on peut imaginer vraiment que c'était des choses montées de toutes pièces. Il fut tué en 1630, le 26 juin, donc pas loin du solstice d'été. Donc ce grand feu qui alla purifier, soi-disant, la ville de Milan de la peste par le biais de ces boucs émissaires. Bah, les lieux ont changé, évidemment. Il n'y a plus tout ce canot qui caractérisait le centre de Milan, qui caractérisait Milan. Le Vetra était le canal qui donne le nom d'ailleurs à cette place. mhm. Et c'est là qui repose le cendre de Gian Giacomo Mora. Mais le canal a été enterré, comme la plupart des canaux de Milan, dans les années 30, pendant le fascisme. Ce qui a défiguré ultérieurement Milan, qui lui a ôté toute sa poésie, ses moyens de déplacement fluviaux aussi, parce que ça, c'est pas une chose. C'était important à l'époque, avant l'arrivée des voitures. Par contre, les moustiques, ben, elles y sont toujours, hein. Bon, alors tu as parlé justement de persécution et de folie collective, hein. Et c'est un thème, tu sais, qui m'est cher, hein, comme il est cher à toi aussi. Un thème strictement lié à la difficulté d'intégrer notre côté ombre. Et ceci est encore plus ravageur s'il s'agit de refouler l'ombre collective, justement. Mm. Pour faire un autre exemple banal, peut-être, tu as parlé du fascisme, nous pourrions citer justement la naissance du nazifascisme et de l'adhésion massive des milliers de personnes à cette idéologie. Mais je pense qu'il nous suffit de regarder tout simplement notre actualité pour voir comment il est dangereux de ne pas faire les comptes avec son propre ombre et avec l'ombre collective. Mais sur le thème de l'ombre, suivant les théories de Carl Gustav Jung, je reviendrai tout à l'heure quand je quitterai Milan et puis je terminerai ma rencontre avec toi. Là, je tiens à revenir au livre et en particulier à tes romans où les différentes pistes de lecture et les présents celui de la persécution, même si je pense que dans ton dernier et Les Chants du Dieu sauvage, le thème de la persécution est plus ouvertement associé au thème de l'ombre. Effectivement, oui. Oui, j'ai abordé la persécution aussi dans la mémoire d'un follet. On avait peut-être un peu déjà parlé de ça. Parce que c'est un autre épisode honteux de l'histoire de l'Europe, la domination anglaise de l'Irlande et de beaucoup d'autres colonies dont je ne parle pas, mais par simple ignorance. Dans Harpados, on peut dire que les deux protagonistes sont persécutés chacun à sa manière. Et l'un, celui qui nous est plus proche, c'est un écho et correspondance de l'autre. Parce que, ben là, j'explique ce que je veux dire. Celui qui nous est plus proche, c'est Malo Leflore, c'est un être humain. Oui, Et c'est quelqu'un qui a vécu juste le siècle dernier, vers la fin du 19e siècle. L'histoire se passe autour des années 1880. Et géographiquement, tout près de moi, parce que je me suis inspirée de lieux que je connais bien. Bazouges-la-Pérouse, pas trop loin de chez moi. Dinant, ben, c'est tout juste quasiment sous mes pieds. ouais. Saint-Malo. Et ensuite, Paris, que je ne connais pas autant. Venise, ben, peut-être on l'a compris, j'ai comme dire, une petite histoire d'amour avec cette ville. Oui, un peu, hein? Malo souffre d'une persécution subtile. Ouais. Apparemment, elle est négligeable, mais combien d'entre nous l'ont vécu? Parce que
Personne ne le menace de mort, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est un des thèmes sur lesquels je m'acharne le plus. C'est l'ostracisme muet des bien-pensants. Plus sournois. Ah, c'est horrible. Malo tombe en disgrâce à plusieurs reprises. D'abord par son sens du plaisir, de la morale, qui n'ont pas leur place, évidemment, dans la Bretagne pieuse de l'époque. Donc, régné par ses propres parents, et ça, c'est une douleur de laquelle on ne guérit jamais. Il se retrouve à la rue avec une petite valise comme toute possession. À Paris aussi, il vivra un autre rejet, encore plus sournois, parce que c'est celui qui se base sur la réussite de la personne. Tu réussis, on te salue. Tu ne réussis pas, tu n'existes plus. Donc, quand il se retrouve pauvre, il voit bon nombre de gens lui tourner le dos. Et enfin, il arrive mais lui, en somme, il est quelqu'un qui... Ça veut être un personnage positif, hein. Comme toujours, moi, je veux donner du positif à la vie, parce qu'il y en a déjà assez de problèmes. Donc, ce serait malsain de se vautrer dans la négativité quand on écrit un roman. C'est aussi une responsabilité envers les gens qui lisent, non? On ne veut pas polluer leur... Ben, en somme, donc, il est doué d'une résilience quasiment héroïque. Donc, il arrive à se redresser, à retrouver sa dimension, à se remettre en perspective. Ben, d'ailleurs, c'est un peintre. L'importance de l'opinion des autres, non, par rapport à des choses qui, pour lui, sont bien plus grandes et qui l'animent et qui le protègent. Et ça, c'est mon souhait pour tout le monde, pas seulement pour les artistes, mais de savoir dépasser cet ostracisme. Et là, venons à l'autre. Je ne sais pas si vous entendez la majuscule, parce que Breyer, ce n'est pas un humain, c'est un dieu. C'est le dieu sauvage. Alors aujourd'hui, nous avons l'habitude de côtoyer l'autre en lui attribuant toutes nos projections. Donc on l'imagine comme une revanche sur l'humanité qui nous a déçus même. Souvent on entend ce discours-là dans les milieux de fantasy, etc. Donc cette pléthore de fées, de vampires à la beauté surhumaine qui ont toujours un as dans la manche, qui ont toujours des super pouvoirs, non? Qui nous font oublier la terreur suscitée par les non-humains. Mais c'est de ce non-humain-là que je veux parler. Donc, c'est l'ombre qui est présente dans les littératures et encore avant dans les folklores, dans les contes de fées, dans l'histoire des religions, parce que c'est dans les mythes que tout ça commence. Et là, on trouve cet archétype du divin vaincu. Donc, c'est pas du tout quelque chose de glamour comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. C'est un divin qui a perdu ses super pouvoirs, on pourrait dire. Il a perdu ses fidèles, ses temples et ses offrandes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une divinité oubliée? Mais en général, je parle vraiment comme, on peut dire, comme une historienne de religion. La divinité est absorbée par une autre qui est amenée par un peuple vainqueur qui amène son panthéon. Et donc, elle est intégrée comme attribut de notre Dieu. Non? Nous connaissons ça très bien, Sylvia, toi aussi, parce que... On en parlait souvent, hein? Oui. Oui, on peut dire que Breyer soit absorbé par Apollon, par Pluton, parce qu'il y a aussi un côté ombre d'Apollon qui est un sujet très intéressant, par Hypnos, parce que c'est le frère de la mort, le sommeil est le frère de la mort. Et bon, venons un peu aujourd'hui, je sais qu'il y a une série qui m'a beaucoup influencé, c'est Sandman de Neil Gaiman. Donc peut-être que cette divinité du rêve arrive à filtrer à travers mes connaissances mythologiques ou mes inspirations mythologiques. Donc, dans l'histoire, avant l'absorption, il y a quand même une sorte de période de non-être. Dans l'histoire, je veux dire dans l'histoire qui se passe dans mon livre. Donc, cette période de non-être, c'est la souffrance. Je l'imaginais comme les dieux peuvent souffrir. Est-ce qu'ils peuvent même mourir? Ben oui, on a vu plein de cultes mourir. Donc, inévitablement, Breyer souffre. Alors, je ne vais pas dévoiler trop de détails, parce que si jamais vous vouliez lire les livres, là aussi, on revient au thème de la persécution, donc par les membres de sa famille déjà. C'est un sujet vaste qui serait intéressant de développer. Mais lui aussi, il réagit comme Malo et cherche sa meute, non? Il cherche ses fidèles. Dès le prologue, pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui vont lire, on verra comment ça se termine. Hein. C'est une douleur universelle que nous vivons tous, je pense, et que j'ai voulu exprimer à travers les histoires de ces deux personnages, parce que souvent c'est thérapeutique quand même de lire ce que nous avons vécu et de le lire avec des mots qui décrivent le processus que nous avons expérimenté. Bon, le message du fond, c'est la volonté de vivre, de survivre, comme on a vu pour Flann, qui arrive à fuir l'asile des fous. Le message, c'est qu'il y a toujours une clé.
Tant ce sera difficile et douloureux de l'atteindre, mais tant on a la certitude que cette clé existe. Mais en tout cas, est-ce que tu veux bien lire un passage? Peut-être dans ce passage, ce sera pas si évident que ça, comment ça Ça se... donne un peu plus l'idée justement de ces deux types de persécutions. Sortis de la forêt, après une nuit entière passée à cheminer, réchauffés par la longue marche et par l'inutile enchevêtrement d'étoffes qui le cachaient à la vue, il pensa inconsidérément pouvoir s'en débarrasser. Et voilà que seulement quelques heures après, à la lueur faible du matin, un petit groupe de pêcheurs le vit. Ils s'approchèrent, quelqu'un hurla, il se retrouva bientôt poursuivi sans savoir pourquoi. Un essaim de paysans, de pêcheurs et de marins était à ses trousses, au cri de La « bête! La bête! Sus Sus à la à bête! la bête !» Il courait vite, bien plus vite que, malgré les bottes rigides qui serraient ses longs pieds griffus. Il jeta ses bagages, poursuivit sa fuite à quatre pattes et il eut vite fait de semer la petite foule de poursuivants. Mais il continua de trotter, quoique fatigué, en trébuchant, pris par la frénésie de la fuite. Il vit enfin briller une petite lumière verdâtre, incertaine. Il neigeait et un vent fort s'éleva. Mais lui, il criait dans les blizzards comme si la lumière eût été quelqu'un qui devrait l'attendre, qui partirait sans savoir qu'il était là, caché dans l'air dense de neige. Il courut et hurla désespéré sur un bon bout de chemin jusqu'à tomber, épuisé, sans pouvoir se relever. Il s'endormit là où il s'est trouvé. Merci Sylvia. Ça fait toujours un certain effet de s'entendre lu par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comprend aussi. Et là, je vais vous lire moi-même un autre passage qui parle, donc, comme j'avais déjà évoqué, de Malo à Paris. Jusqu'au jour où les caprices du destin poussèrent tante Hilde à accepter un tour sur la direction d'un jeune compositeur russe qui l'amènerait jusqu'à Saint-Pétersbourg pour la saison culturelle de l'année 1882. Les bien-pensants levèrent aussitôt leurs sourcils et s'empressèrent de commenter l'événement. À mépris de ces sages enseignements, Madame Dantel s'était peut-être prise d'un nouveau museau inspirateur. Ricanements, allusion à la différence d'âge entre les deux, fusèrent à tout Paris. Malo se taisait et se demandait: Tante Hilde, à son retour, aurait peut-être un nouveau chat nommé Sergueï ou Ivan, et répéterait-elle dans sa vieillesse qu'elle avait fait seulement 2 erreurs dans sa vie? Mais si elle ne revenait plus, comme certains l'insinuaient? Il tira cependant un soupir de soulagement à son départ et recommença à vivre à son propre rythme. Et pendant que les toiles s'accumulaient dans le salon, ses moyens s'amincissaient. Maintenant qu'il aurait pu se servir de nombreuses relations de sa tante pour placer quelques peintures, la belle société s'esquivait, se raréfiait, l'évitait, prétextant l'étiquette qui interdisait de fréquenter les salons de madame en son absence. À Malo ne resta que se donner à vendre tout ce qu'il trouvait de précieux dans la maison, cadeaux importants de quelques admirateurs vite oubliés, de frivoles vestiges, de bagatelles. Chaque vase, chaque louche d'argent lui donnait un mois de survie. Ce fut pourtant une erreur stratégique. Il était coutume, en effet, parmi les gens du monde, de ne se séparer pour aucune raison de belles choses. Il valait mieux s'endetter jusqu'au cou, descendre une pente de privation, restant dignement accroché à ce bien de luxe. Les bien-pensants du salon du jeudi feignaient ne pas le connaître quand ils le rencontraient dans la rue. Malo, incapable d'hypocrisie, le provoquait même, les saluant à grands signes de son chapeau rond dans les boulevards les plus fréquentés, ou passant présenter ses hommages aux petites comtesses qui dans le passé avaient, inexplicable négligence, souffert qu'il plongeât son regard, et même son pinceau, dans leur ample décolleté. Les hypocrites barricadés dans leur salon mandaient dire par des biais de bonnes de chambre ou de feuillets de papier décorés
que des imprévus familiaux les empêchaient de le recevoir et que pour les mêmes raisons, elle ne pouvait, à regret, tenir parole par rapport au portrait dont il avait déjà entamé les ébauches. Et voilà pour les deux protagonistes de ton roman, Malo et Vrage. Comment tu les prononces? Prononce-moi bien les noms de ces lieux sauvages, s'il te plaît, Elisa. Ryan. Mais en effet, c'est un nom que j'ai inventé, donc chacun Oui, peut le prononcer comme il veut. En effet, le nom de Dieu est imprononçable, ça on le sait bien, et la Kabbalah nous enseigne ça. Donc c'est parfaitement normal. Et même dans le livre, la plupart des gens ne le prononcent pas ou ils ne savent pas le prononcer. Oui, Donc même tout est dans la norme, voilà. Donc, la création de la complexité de ce lieu sauvage a dû être pour toi aussi un défi, mais aussi un risque à prendre, sachant que notre époque baigne dans le manichéisme, comme on a dit un peu. Et je pense que la polarisation de l'état d'esprit de la plupart des gens, on peut l'observer même dans les prises de position sur des sujets d'actualité. Hein. Donc, comment aimer et s'attacher à un être pour lequel on trouve de l'empathie et en même temps de la terreur. Oui. Comment justement, on a divisé le monde en gentils et méchants. Et surtout, nous avons oublié l'idée que le sacré est un mystère et foi. Dans notre époque, où l'imaginaire est peuplé justement de licornes roses, de fées charmantes et gentilles, et au maximum de vampires à femmes séduisantes et sexy, comme oui, absolument. a dit. Il y a peu d'espace pour les personnages qui touchent notre côté ombre et surtout notre part animale. C'est à qui je pense, à Baba Yaga, la sorcière russe qui je trouve très fascinante parce qu'elle est à la fois ogresse terrifiante et femme sage qui initie les héros et l'héroïne des histoires russes. Une fois, comme pour indiquer que seul embrassant l'ombre, on réalise son intégrité. Hein. Et si ceci est valable pour les individus, il est également pour la société et la communauté, comme j'ai répété plusieurs fois. Oui. Tu sais que nous, on baigne vraiment dans le même imaginaire, la Baba Yaga ou d'autres figures féminines, des vieilles sorcières initiatiques, non? Mais c'était effectivement ça que j'avais besoin d'exprimer. J'ai beaucoup aimé ton expression. C'est sublime, effectivement. C'est l'effroi. Le divin est effroyable à cause de son immensité, de sa multiplicité. Donc aujourd'hui, on voit bien avec la banalisation aussi de la spiritualité qu'on n'est plus capable de contempler les sublimes. Peut-être par le biais de Breyer, j'ai espéré, j'ai essayé d'exprimer ça. Mais comme je dis toujours, on écrit parce que c'est vraiment surtout une manière d'évacuer ou de comprendre voilà, toutes ces propres problématiques. Donc, c'est effectivement aussi ma double nature à moi que j'avais besoin de soigner par ces livres, non? Parce que là, tu parles des vampires sexy, de tout ça. Ça, c'est un sujet pour moi toujours un peu lourd parce que nous ne sommes pas toujours très... Comment dire, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont une façade agréable, faite de beaucoup d'aspects différents. Et le charisme, c'est quelque chose d'insondable souvent. Et quelquefois, on incarne ce que les gens ne veulent pas voir. Hein. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis une Baba Yaga, mais parce que souvent, je me retrouve vraiment dans le rôle d'incarner. D'ailleurs, si on m'appelait mercredi à l'école, c'était dans les années 90, ce n'était pas non plus l'image toujours sexy de Netflix, c'était vraiment le mercredi spectral. Et ça me donne envie de vous jouer un morceau qui fait honneur à deux personnages parmi les plus spectraux, effectivement, de l'art littéraire et musical. Ce sont les plus morbides aussi, qui ont influencé mon imaginaire d'adolescente. C'est Edgar Poe et Sopor Aeternus. Edgar Poe, aussi connu comme Edgar Allan Poe, c'était le nom de son beau-père. On le connaît bien, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Quant à Sopor Aeternus, je sais que rien d'écouter sa musique m'a aliéné la considération des bien-pensants, justement, comme pour moi. Et donc, voilà, moi, comme Malo, je suis quelqu'un qui aime bien défier les barrages. Je vais vous proposer, mais n'ayez crainte parce que c'est un des morceaux les plus lumineux et aussi le plus facile, disons, de Sopor Aeternus, que quelqu'un qui travaille avec vraiment des inspirations baroques, avec des orchestres, des cuivres, des grands casses. Là, je vais être toute seule avec la harpe. Donc, le morceau s'appelle Alone. C'est un poème d'Edgar Allan Poe. C'est en anglais. Je vais vous lire quand même la traduction française que je trouvais sur Internet et un petit peu modifiée selon mon goût. Depuis mon plus jeune âge, je n'ai jamais été comme les autres. Je n'ai jamais vu ce que les autres voyaient.
Je n'ai jamais tiré mes passions depuis commun de la même source. Je n'ai jamais pris ma tristesse. Je n'ai pas su éveiller mon cœur à la même joie. Tout ce que j'ai aimé, je l'ai aimé seul. Puis, dans mon enfance, à l'aube d'une vie tourmentée, c'est de chaque profondeur du bien et du mal qui fut puisé ce mystère qui m'enchaîne toujours. Du torrent et de la fontaine, de la falaise rouge de la montagne, du soleil qui roulait autour de moi, un sonore automnal, de l'éclair dans les cieux qui me frôlait et s'enfuyait, du tonnerre et de l'orage et du nuage qui se métamorphosait alors que le reste du ciel était bleu, un démon à mes yeux. In the childhood I was strong, I was sturdy, life had done from every depth of good and ill, the mystery which binds me still. From the torrent of fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rode, repeated and burning to go. From the lightning in the sky, as it passed me flying by, from the thunder and the storm and cloud which took the form. When the rest of heaven was blue, of a demon in my view. En parlant de ça, je suis consciente d'avoir évoqué le côté malsain, morbide de l'ombre. Si on parle de KGB où nous refoulons tout ce dont nous avons honte, on ne peut pas trop se passer de ça, je crois. Et j'ai toujours observé ce phénomène avec horreur et fascination en même temps. Et en allant du côté de l'horreur, je pense à cette sorte de folie, celle d'Edgar Poe vis-à-vis des femmes, qui lui fait choisir comme thème central de son œuvre un rapport ambigu avec la femme aimée, qui est en effet un rapport nécrophile. Oui, absolument. Et Ouais. on pense à la série de contes liés aux femmes. Non? Oui. À ce propos, aussi un peu en guise de protestation envers tout ce monstre qui confond l'amour avec la violence, je voudrais vous proposer ma version d'un autre morceau. C'est un morceau de Nick Cave. Ça Ah oui. s'appelle Where Wild Roses Grow, où poussent les rosiers sauvages. Mais en effet, c'est le récit d'un féminicide. Quand je l'écoutais dans ma jeunesse, je ne me rendais pas compte de la gravité de ça, mais maintenant, en grandissant, je l'incarne de manière plus Oui, plus conscient. soufferte, si on peut dire, parce que aujourd'hui, c'est un sujet assez brûlant. Et c'est raconté et par la voix de la victime, innocente et fragile, donc le stéréotype vraiment de la femme victime, et celle de l'assassin. Donc la maladie est résumée vraiment par cette phrase emblématique qui me fait chaque fois, ça me brûle vraiment. And I kissed her goodbye, saying all beauty must die. Je lui dis adieu avec un baiser, disant que toute beauté doit mourir. Je vous laisse avec ma propre interprétation personnelle du morceau, toujours à harpe et chant. Donc, je vais interpréter les deux chanteurs, mais voilà, je suis ni Nick Cave ni Kylie Minogue, mais je suis moi-même, je suis quelqu'un qui ressent cette thématique très fortement. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me so I don't know, for my name was Eliza Day. From the first name I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and she smiled. For her lips were the color of the roses, green and the river all bloody and wild. But he knocked at my door and he entered the room, with trembling sobs saying in his showy embrace will be my first man. And with a careful hand he wiped the tears around my face.
second day brought her a flower. She was more beautiful than any woman I had ever seen. But how do you know what her wild roses grow? Beautiful and scarlet and free. And the second day came when I sang a red rose. Give me your loss and your sorrow. And I nodded my head as I laid in the bed. To show you the roses with you follow. They call me the wild rose. My name was yesterday. Why they call me so I do not know. For my name was Eliza Day. Daddy took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a marcher rod. So he knelt above me with a rock in his fist. The day came when the raspberries grow. The wind blew a breeze a thief. As I kissed her goodbye, single beauty must die. They planted the roses between her teeth. They called me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me so I do not know. For my name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. En t'écoutant, je pense aussi qu'il y a une autre forme d'exploration du morbide, la magie noire. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre de la littérature noire qu'on pourrait citer ici. Par exemple, toujours pour être banal, le portrait de Dorian Gray. Ah d'Oscar oui, là, Wilde. c'est vraiment la Ouais. quintessence, oui. Exact. Mais aussi dans le cinéma, hein, cet archétype des personnages aussi dangereux que fascinant est devenu presque un cliché. Oui, je pense que c'est toute la faute de Dr. Faust. Mais là, je vais sur quelque chose de moins connu, parce que bah, le connu est connu, donc je pense que vous n'avez pas besoin d'en entendre parler encore par moi. Et donc, c'est un livre qui m'a marqué parmi mes lectures récentes. On est dans la fantasy, pourquoi Oui. pas. Ah oui? Mais dans la fantasy, moi, je retrouve, en faisant une lecture attentive, des références psychanalytiques. Je devrais dire même psychogénéalogique. C'est une discipline que je vous encourage à découvrir, la psychogénéalogie. Pourquoi? Parce que c'est le premier tome d'une trilogie qui en français s'appelle Les Royaumes de Tobin. Le premier tome a été traduit en français Les Jumeaux, ce qui est totalement banalisé parce Ouais. que le titre original en anglais c'est, je me rappelle plus, mais en somme, ça veut dire les jumeaux de la poupée d'os. Ah oui, d'accord. Pas de jumeaux quelconques quand même. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que, à part l'écho de ma harpe d'os, Ah oui, évidemment, oui, oui. l'os revient. Il n'y a rien qui me fasse plus peur au monde que les poupées. Ah Je oui. fais cet aveu. Mais là, effectivement, on est dans le voodoo. On est dans un voodoo, dans un monde imaginaire, hein, Oui. où il y a une dynastie de reines puissantes. Le frère de la dernière reine décide de faire une tuerie des innocents. Donc, il tue toutes les héritières féminines de la dynastie pour Mhm. s'emparer du trône. Sauf que la mère, la reine mère, arrive à sauver Mhm. sa descendante par un escamotage qui fait appel à la magie noire. Donc, l'enfant mâle est tué et transformé en poupée. Et la fille, par cet acte de magie, mais aussi un peu un ouvrage style Frankenstein, est transformée en garçon. Donc, elle peut Ah, d'accord. survivre grâce à ça. Ah oui. Par contre, elle vit sa vie à côté d'un frère fantôme. C'est vraiment glaçant. C'est magnifique. C'est vraiment un très beau livre, hein. Si Oui. Ouais, ouais, vous mais n'avez pas peur de ce sujet, je vous invite à le lire. D'accord, donc pour explorer les côtés ombre, morbide, magie noire, hein, mais c'est très intéressant parce qu'il y a le double, il y a les jumeaux en plus, hein, ouais.
Une autre matière de terreur bien plus subtile est celle qui fournit le sujet du conte L'homme sans ombre de von Chamisso, qui Mm. touche justement l'idée de la privation de l'ombre et de ses conséquences, ainsi que le thème du pacte avec le diable. Eh oui, le pacte avec le Mhm. diable, disait Dr. Faust, mais je ne sais pas si vous connaissez, si vous Mhm. en rappelez aussi. J'ai trouvé le même conte aussi conté par Andersen. C'est l'histoire d'un homme dont l'ombre se détache de lui. Lui, sans ombre, finit par dépérir, tandis que l'ombre devient un homme riche et puissant, un simulacre d'homme riche et puissant. Et comme tout le parvenu, bah, il lui manque une seule chose unique pour être un vrai homme, mais il lui manque une ombre. Mhm. Alors, il va proposer à son ancien propriétaire, donc son ancien homme, de devenir son ombre. C'est glaçant. Ouais, Parce qu'en effet, l'homme se retrouve contraint d'obéir. Et combien d'entre nous vivent ou ont vécu une vie d'ombre? oui, oui. Moi-même, je suis sûre d'avoir passé une bonne partie de ma vie sous forme d'ombre. Je me dis que oui, j'aurais pu tirer un meilleur parti, comme tous les personnages non, qui font preuve de résilience et devenir une espionne style Mata Hari, non? Et ce sera peut-être l'un de tes prochains personnages, justement, ouais, dans un livre. Qui Tu sait, qui écriras, sait. hein? Effectivement, je me sens appelée vers un personnage féminin, prétendant Oui, protagoniste homme, donc oui, je c'est vais y vrai. réfléchir. C'est vrai, parce que c'est vrai que tes personnages principaux étaient toujours des hommes. Oui, oui, oui. Donc une voleuse, hein? D'accord, dans Oui, le... oui, mais les hommes de mes livres sont toujours épaulés par des femmes. Même toi, tu m'as dit que, en fin de compte, le personnage préféré dans mes livres, ce sont les femmes. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas des protagonistes, mais quand même, Oui. j'ai voulu leur donner de l'importance. Je Ils pense sont que des ça se belles, voit. hein, oui, c'est des beaux personnages, ils sont bien solides, comment dire, hein. Ils sont vraiment, tu les vois, tu les sens, tu l'imagines très clairement. C'est pas des ombres, justement. Pas de potiches, ce sont des sorcières, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, je crois qu'il est temps de rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici ou tu rentres avec moi? Eh ben oui, je vais être obligée de rester ici parce que, tu sais, c'est les tentacules de la ville natale, on n'y échappe pas facilement. Eh bien, alors, je te dis à bientôt et au prochain rendez-vous. Ben à bientôt, merci hein, de cette promenade gothique. Merci à toi. Maroc, Village merci. gothique dans une Milan baroque et médiévale. Très, très beau. Salut. Merci, à bientôt. Comme toujours, les échanges entre Lise et moi nous amènent loin. Mais je remarque que nous avons souvent évoqué ombre. Tu entends les O majuscules, hein? Je ne cache pas que cette notion d'ombre avec un O majuscule est entièrement inspirée par la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Pour commencer, voici une brève et incomplète explication de cette vaste théorie. Pour Jung, le chemin vers la connaissance de soi, défini comme individuation, est un processus psychologique qui devrait nous permettre de nous libérer des désirs, des atteintes et des étiquettes imposées par la vie en communauté, afin de devenir pleinement nous-mêmes. Cependant, le processus d'individuation nécessite non seulement de nous confronter à notre propre intériorité inconsciente, mais aussi au monde extérieur. C'est ici que le concept de complexe, élaboré par Jung, entre en jeu. Les complexes, dont le nom complet est complexe affectif, constituent le contenu de l'inconscient personnel de l'individu. Selon Jung, il existe 8 complexes affectifs. Tu as peut-être déjà entendu parler de anima et de animus, mais il y a également persona, puer, devenu très populaire sous le nom d'enfant intérieur, mère, père, héros, senex et mort. Ce sont aussi des symboles universels, mais là il faut que je m'arrête pour ne pas divaguer. En résumé, pour atteindre le bonheur, il est essentiel que nos complexes affectifs soient équilibrés et intégrés à notre conscience. En ce qui concerne ombre, elle représente une partie plutôt inconfortable, composée de toutes ces caractéristiques que chacun de nous a appris à juger comme inadéquates ou erronées au fil des interactions avec notre environnement social et aussi avec les comparaisons avec les autres.
toutes ces pensées, ces émotions et ces actions dont nous avons honte devant le monde sont refoulées et forment notre ombre. Chacun de nous possède une part plus ou moins importante d'ombre, ce qui est tout à fait normal. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'ombre devient d'autant plus pesante et menaçante qu'elle est moins consciente. Il est donc primordial de prendre conscience de son existence, de connaître cette partie sombre de nous et d'engager un dialogue avec elle. Les romans qui traitent de ombre sont souvent liés à un double, un miroir, un autre qui peut être plus ou moins monstrueux et dangereux. Il est évident que les périodes historiques où ombre a été particulièrement réprimée ont donné naissance à des événements sombres, mais également à des genres littéraires où ombre s'exprime, des romans qui peuvent être explorés dans une perspective bibliothérapeutique. Je pense aux genres gothiques de l'époque victorienne, avec ses récits de monstres et de fantômes, mais aussi à Frankenstein de Mary Shelley, qui offre des multiples niveaux d'interprétation tout en abordant le thème de l'ombre à travers la créature. Bon, l'histoire tu la connais, mais as-tu remarqué que lorsque l'on évoque Frankenstein, on confond la créature avec son créateur? La créature n'a pas de nom, tandis que le docteur Frankenstein est celui qui a donné vie à ces monstres. La créature, selon moi, représente l'ombre engendrée par un scientifique rationnel, cherchant à transcender les limites de la nature et obsédé par la mort. Ensuite, nous avons des classiques de la littérature tels que Les cas étranges du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Et là aussi, il est fréquent de confondre les noms des deux personnages, où Jekyll évoque le monstre, alors qu'en réalité, le monstre s'appelle Hyde. Et tout ça, pour moi, ce n'est pas anodin. Robert Louis Stevenson, l'auteur de Dr Jekyll et Mr Hyde, a également écrit un autre roman, moins connu, Le Maître de Ballantrae, publié en 1886 et qui se déroule entre Écosse au XVIIIe siècle et l'Amérique. Le thème central de cette œuvre est l'inimitié, ou plutôt la haine, qui oppose deux frères, opposés aussi dans leur nature profonde. L'auteur retourne ici à la thématique du double et s'interroge sur les limites, encore une fois, entre le bien et le mal. Et à ce point, je ne peux pas éviter d'évoquer le célèbre Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, où ce portrait magique et monstrueux du protagoniste agit comme un miroir, révélant le véritable visage de Dorian. Selon certaines croyances, le miroir doit être couvert, car le diable s'y cache, et Dorian cache son portrait affreux dans un grenier. La peinture miroir devient ici un outil de connaissance, capable de mettre à jour les recoins les plus sombres de la conscience de Dorian Gray, entaché par 18 ans de péchés graves. Wilde choisit de ne pas nous décrire les péchés de Dorian, peut-être pour nous permettre à chacun de nous de projeter nos propres ombres à travers et grâce au roman. Le roman se termine sur ce geste de Dorian qui détruit ce portrait hideux et qui représente son âme. Mais en s'y faisant, il redevient lui-même monstrueux comme il est vraiment, et vieux, et il perd toute sa beauté angélique et trompeuse. Ce roman se conclut donc sur une note d'horreur. Par association, je vais faire un bond de quelques décennies pour te parler brièvement d'une autre œuvre qui révèle les côtés sombres de l'humanité où l'horreur émerge des enfants. Sa Majesté des Mouches de William Golding. L'histoire met en scène un groupe de garçons britanniques échoués sur une île déserte et décrit avec précision leur lente descente vers la barbarie.
Ces étudiants ordinaires se retrouvent abandonnés, loin de la civilisation moderne, dans un cadre paradisiaque. Les enfants, au départ bien éduqués, commencent progressivement à régresser vers un état humain de plus en plus primitif. Bientôt, quelque chose commence à ne pas fonctionner comme il le devrait, alors que des peurs ancestrales complètement irrationnelles et des comportements antisociaux émergent, à partir duquel se développe une histoire qui mettra à nu les aspects les plus sauvages et bestiaux de la nature humaine. Est-ce peut-être une coïncidence si les rois de l'horreur et les maîtres de la révélation de l'ombre, Stephen King, soient passionnés de Golding et de son roman? Mais revenons au titre du roman. Qui est ce seigneur de mouches, cette majesté de mouches? À la fois un aviateur retrouvé mort par les enfants et une tête de cochon coupée par l'un d'eux, couverte de mouches. Ils deviendront des divinités maléfiques à qui l'on offrira des rituels sauvages. Les seigneurs de mouches. Bon, je vais te rappeler une divinité, Belzébuth, une divinité du monde sémite qui devient dans la Bible l'une des nombreuses manifestations du diable. Sais-tu que Belzébuth signifie seigneur des mouches? Eh bien, allons voir aussi une autre chose, diable. En latin diabolus, en grec diabolos, issu du verbe diabalo, signifie celui qui divise, qui désunit. Et si cette appellation cachait justement cette division, cette scission, la scission du côté lumineux par rapport au côté de l'ombre? Je vais conclure mon long voyage à travers les livres ayant pour thème ombre avec un roman qui m'a profondément marqué, me permettant ainsi de terminer sur des notes plus lumineuses, car il s'agit ici d'une véritable intégration de l'ombre. Je te parle du premier livre du cycle de Terre-Mer d'Ursula Le Guin, publié en français sous le titre Le sorcier de Terre-Mer. C'est l'histoire d'un jeune homme connu sous le nom d'Épervier, dont le nom secret est Ged, nom qu'il doit révéler à personne et que seulement sa mère connaît. Devenu magicien, il commet une erreur de présomption en ouvrant un grimoire qui aurait dû rester clos. Ce faisant, il libère un terrible démon qui le poursuivra à travers le monde. Alors qu'Épervier a tout essayé et consulté les sages sans trouver de solution pour vaincre ces démons effrayants, capables de les détruire, il finit dans son périple par comprendre ce qu'il doit faire. Mais je vais te lire ce qui va accomplir Épervier Ged. À ce moment-là, Ged leva bien haut son bâton, qui s'est mis à briller d'un éclat intolérable, si intense et si blanc, qu'il assaillit et accabla même les antiques ténèbres. Sous cette lumière, la créature qui avançait vers Ged perdit toute forme humaine. Elle se rassembla, se rétracta. Elle noircit et se mit à ramper sous le sable, sur 4 courtes pattes pourvues de griffes et d'ergots. Mais elle continua néanmoins d'avancer, en levant vers Ged une gueule aveugle, informe, sans lèvres, sans oreilles, sans yeux. Lorsqu'ils se rejoignirent, la chose devint totalement noire, au milieu de la vive lumière blanche qui dispensait les bâtons de mage. Et elle se redressa. En silence, l'homme et l'ombre parvirent face à face et s'arrêtèrent. Rompant le silence peut-être millénaire d'une voix forte et claire, Ged prononça le nom de l'ombre et au même instant, celle-ci parla sans lèvres ni langue, prononçant le même mot. Ged. Et les 2 voix ne furent qu'une. Lâchant son bâton, Ged étendit les bras et saisit son ombre, sa noire image qui en même temps voulait l'atteindre, lui. Lumière et ténèbres se rencontrèrent, se rejoignirent et s'unirent. Et ce fut ainsi que Ged intégrera son ombre. Mais revenons au début, là où ce voyage a commencé.
dans ces salons de coiffure tapissés de miroirs, où se trouve un enfant fasciné par le mystère qui renferme. A-t-elle croisé les chapeliers fous? Ou a-t-elle aperçu le diable lui révélant son véritable visage? J'aime imaginer qu'en réalité elle a simplement accueilli son ombre, qui se tenait là, de l'autre côté du miroir. Et comme j'ai évoqué les diables, je vais te laisser sur les notes de Ars Sorceres, la sorcière, chantée par Elisa. Dans ces chants traditionnels bretons, une jeune fille nous narre son parcours vers la sorcellerie, évoque ses sortilèges et confesse son souhait de nuire à sa communauté. Mais moi, la كيدنتانم كحسج الجوينيزدو hen velden nuren melen berskornigaludu. Ce type de portrait renvoie à un personnage intimement lié à la notion d'ombre, la sorcière, figure qui incarne tout ce que nous avons tendance à refouler et à rejeter en la projetant tant sur le plan personnel que collectif. Dans des périodes particulièrement obscures, on a véritablement réduit en cendres des soi-disant sorcières, illuminant des bûchers lugubres des siècles de notre monde occidental civilisé. Gan pivas pested esket, dar sorceres kenta. Je te dis au revoir jusqu'au prochain chapitre de Comme un voyage saison 2. Le prochain périple sera mythique au sens le plus pur, car il s'agit de mythes et archétypes, dieux et déesses, héros et héroïnes en nous. Seras-tu présent? Oui? Alors, à très bientôt.